Le régime chinois s'est associé à des cartels criminels internationaux pour remplir l'Occident de drogue et d'argent sale. Et tout cela se passe sous le nez de notre gouvernement. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois est en guerre contre l'Occident. Il ne s'agit pas d'une sorte de guerre de terrain au siècle dernier. La Chine a fait entrer la guerre dans le XXIe siècle par le biais d'une campagne massive et coordonnée de terreur mondiale. En utilisant les liens avec les triades et la cupidité de nos propres politiciens pour saper la démocratie. Sam Cooper se joint à moi aujourd'hui pour en parler. C'est un journaliste d'investigation canadien primé et l'auteur du nouveau livre Cécité volontaire. Comment un réseau de narcos, de magnats et d'agents du PCC a infiltré l'Occident. Sam, merci de me rejoindre aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu. Votre livre est aveuglement volontaire. Comment un réseau de narcos, de magnats et d'agents du PCC a infiltré l'Occident. Dites-nous, comment un réseau de narcos, de magnats et d'agents du PCC a-t-il infiltré l'Occident? C'est une histoire très complexe. Mais pour la simplifier, en fait, tout commence à Hong Kong. Mon livre traite d'une affaire de corruption qui s'est produite au Haut-Commissariat du Canada. Des magnats très puissants et très proches à Hong Kong, liés à des triades de blanchiment d'argent de la drogue et des casinos, voulaient immigrer au Canada. Ils ont pu prétendument corrompre des fonctionnaires canadiens, immigrer et investir, notamment dans la ville de Vancouver. Leur lien était à la fois avec le Parti communiste chinois à un niveau élevé, pour des raisons politiques et avec les trafiquants de drogue. Ils utilisaient les casinos pour blanchir de l'argent. Ils utilisaient les casinos de la Colombie-Britannique de manière effrontée, pour blanchir de l'argent. On parle de sacs d'argent liquide. Des sacs de hockey avec de 500 000 à 1 million de dollars en billets de 20 $. C'était un moyen pour les personnes soupçonnées de corruption de faire sortir de l'argent de Chine, en utilisant les services bancaires clandestins du crime organisé. Mais il y avait aussi un système où les agents de renseignement utilisaient le crime organisé. Vous voyez donc que lorsque de l'argent sort de Chine, il n'y a pas que de la corruption. Il y avait un niveau d'espionnage dont le but ultime était d'influencer la politique canadienne, et d'utiliser l'économie du Canada pour permettre aux activités de l'État chinois de prendre pied en Occident. Le Parti communiste chinois utilise activement ses connexions avec les triades clandestines de son élite économique, pour injecter de l'argent en Occident par le biais de la drogue, et du trafic d'êtres humains, ce qui fait également partie du problème et pour influencer les politiciens canadiens. C'est exact. Pour résumer, le crime organisé travaille main dans la main avec le Parti communiste chinois. Mon livre montre des exemples de personnes qui, d'une part, sont des gangsters présumés et sont également impliqués dans des activités de renseignement. Ils sont également impliqués, du moins en apparence, dans ce qui est présenté comme une activité commerciale légitime. Ainsi, lorsque des personnes très riches se sont établies à Hong Kong, et sont utilisées dans le cadre d'une sorte de sombre alliance symbiotique par le parti de Pékin, elles ont la possibilité d'influencer les hommes politiques occidentaux, de faire des dons aux partis politiques occidentaux, d'essayer de contrôler les communautés diasporiques dans des villes comme Vancouver et Toronto. À tel point que certaines personnes, pour utiliser un terme simple, sont dirigées par des fonctionnaires du consulat chinois et travaillent avec des gangs de blanchiment d'argent de casinos pour côtoyer des hommes politiques canadiens. Dans les cas les plus sombres, les mêmes personnes que j'ai trouvées harcelaient ou s'opposaient politiquement aux militants pour la démocratie, aux Canadiens de Hong Kong, aux dissidents sino-canadiens, aux Ouïghours, aux membres des sociétés de Falun Gong au Canada. Non seulement le gouvernement chinois est au courant, mais le gouvernement canadien aussi. C'est une question difficile. En ce qui concerne le blanchiment d'argent dans les casinos et le crime organisé, ce que mon livre montre, c'est qu'il y avait effectivement un aveuglement volontaire. C'était inévitable. La police savait que ces sacs de hockey remplis d'argent liquide entraient dans les casinos. Elle savait qu'ils passaient par les mains de personnes qui étaient des usuriers.
Des trafiquants de drogue de haut niveau faisant l'objet d'une enquête, alors qu'ils prêtaient de l'argent ou qu'ils étaient eux-mêmes des flambeurs, par exemple au casino River Rock de Richmond. Ces personnes sont des cibles connues de la GRC pour le crime organisé de haut niveau. Tout le monde le savait, que ce soit les personnes travaillant dans les casinos, la police ou les hauts fonctionnaires. Les bons enquêteurs savaient qu'il s'agissait d'un blanchiment d'argent de la drogue de haut niveau, utilisant les casinos de la Colombie-Britannique. On a laissé faire. Est-ce que le côté renseignement de cette opération est autorisé? Mon livre n'a pas abordé ce niveau d'aveuglement volontaire. Mais il est raisonnable de croire que les gens. Il y a des politiciens au Canada qui comprennent qu'ils ont affaire à des gangsters, et à des gens d'autres gouvernements qui leur demandent d'agir contre les intérêts de leur pays. Donc, à un certain niveau, le lien d'influence du crime organisé est connu au Canada parmi les politiciens, parmi les régulateurs. Comment avez-vous commencé à écrire ce livre? Lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai dû prendre un peu de recul, et me remémorer l'époque où j'étais un jeune étudiant en journalisme, en 2005, au Langara College de Vancouver, où j'étudiais le métier de journaliste. J'ai vu le côté du centre-ville, qui est littéralement une zone de guerre, où des milliers de toxicomanes s'accrochent à la vie. Dans de nombreux cas, bien sûr, ils bénéficient de subventions gouvernementales qui, malheureusement, sont souvent dépensées immédiatement en héroïne ou en fentanyl. Je ne pouvais pas comprendre ce scénario à Vancouver. Comment cela peut-il se produire dans une ville occidentale? Comment ce marché de la drogue à ciel ouvert a-t-il pu perdurer? Je n'arrivais pas à comprendre. Puis j'ai commencé à regarder l'immobilier à Vancouver. Pourquoi les prix étaient-ils si loin de la portée des revenus moyens? Pourquoi est-ce la supercapitale, pardon, la capitale des supervoitures en Amérique du Nord, Lamborghini, Ferrari, McLaren? Alors que les gens ne déclarent pas de revenus à comparer avec d'autres grandes villes du Canada ou des États-Unis? Et la réponse a été, c'est devenu un centre médical, où il y a tellement de narcotiques qui arrivent de l'étranger, tellement de dépendance, tellement de blanchiment d'argent. Cela a dû avoir une influence sur les prix des logements. Je me suis penché sur ces questions. J'ai commencé à les assembler. Et c'est ce qui m'a conduit à ces enquêtes de plus haut niveau, où j'ai vu que l'angle du renseignement d'autres pays, comme la Chine et l'Iran, utilisant le crime organisé dans des villes comme Vancouver et Toronto était très présent. J'imagine que cela a dû être choquant pour vous de le découvrir. Je n'ai jamais cessé d'être choqué, depuis ces moments en 2005, en tant que jeune étudiant, en regardant la dévastation du côté et du centre-ville. Écoutez, les ambulanciers sont formés. Ils s'entraînent en zone de guerre pour travailler dans les ambulances du quartier est du centre-ville de Vancouver, car c'est l'épicentre des décès liés à l'héroïne. Et maintenant le fentanyl, je ne pouvais pas le comprendre. C'était choquant. Les prix de l'immobilier, je ne pouvais pas le comprendre. Avançons rapidement jusqu'en 2015, des sacs de hockey remplis d'argent liquide. 500 000 $ qui entrent ouvertement dans le casino nuit après nuit. Cela n'arrive pas, même à Las Vegas. Ça n'arrive pas à Macao. Pourquoi ça arrive à Vancouver? Le Canada, un pays censé être droit et respectueux de la loi. Cela n'a pas de sens. Donc, en 2017, lorsque je commence à examiner, disons, un vétéran de haut niveau de l'Armée populaire de libération, connu pour être un suspect de haut niveau du crime organisé, et qui pourtant rencontre des politiciens canadiens, très copains avec des fonctionnaires du consulat chinois, cela n'a aucun sens. Comment cela peut-il se produire sur la côte ouest du Canada, où nous avons ce lien entre le crime organisé et les acteurs étatiques chinois? Comment cette activité s'explique-t-elle? Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi cela se produit au Canada. Je peux dire que cela se produit. La ligne est tellement floue entre un membre de la triade, un membre de l'APL et un membre du Parti communiste. Je parle beaucoup de guerre sans restriction ou de guerre asymétrique. Et d'après tout ce que vous me dites, on dirait vraiment que c'est le genre de guerre de la drogue dont il parle, ou même la façon dont les prix des logements crèvent le plafond. Il semble vraiment que ce soit un aspect de cette sorte de guerre asymétrique.
Les gens sont plus ou moins à l'aise avec le concept de conflit de zone grise ou d'activité d'un État hostile. Juste en dessous du conflit armé, de la guerre cinétique. Les États, tels que l'Iran et la Chine, utilisent-ils ces tactiques asymétriques? Je dirais qu'il est difficile de prétendre à un niveau de contrôle stratégique total dans des pays comme la Chine et l'Iran. Mais je pense que des États comme la Chine ont tendance à mener des activités qui nuisent à d'autres pays. Par exemple en autorisant ou en ne réprimant pas les usines qui produisent du fentanyl. Parce que la Chine gagne beaucoup d'argent avec la production de produits pharmaceutiques. Il y a des fonctionnaires corrompus en Chine qui font des affaires avec les gangs de la drogue. Il y a des fonctionnaires corrompus qui gagnent énormément d'argent dans le blanchiment d'argent basé sur le commerce. L'économie chinoise gagne tellement d'argent grâce à tout cela, alors pourquoi s'y attaquerait-elle? Mes sources dans les services de renseignement ou la police me diraient s'ils ne coopèrent pas avec le Canada. Quand le Canada va les voir et leur dit pouvez-vous travailler avec nous sur le trafic de fentanyl? Et la Chine répond eh bien, peut-être que si vous nous laissez envoyer nos agents à la poursuite de nos fugitifs économiques, nous travaillerons avec vous. Et le Canada répond je suis désolé, nous ne pouvons pas permettre que cette activité secrète de chasse aux renards se déroule dans notre pays. Et la Chine dit ok, alors pas d'aide pour le fentanyl. Qu'est-ce qu'on a là? C'est une activité d'État de type diplomatie des otages. Dirige-t-il donc ces cargaisons de fentanyl vers des villes du Canada, des États-Unis ou de l'Australie? Je ne sais pas si ce niveau de guerre directe a lieu. Je sais qu'une omission de l'application de la loi se produit en Chine et pourquoi. Que fait-on pour résoudre ce problème? Les autorités canadiennes font-elles quelque chose maintenant que votre livre est sorti? Eh bien, le livre n'est sorti que depuis moins de 2 semaines. Je peux dire qu'il commence à faire des vagues. Les personnes chargées de l'application de la loi et, bien sûr, des renseignements, le prennent très au sérieux. Voilà le problème. Certains diront que le gouvernement du Canada ne prend pas les gens du renseignement, et des forces de l'ordre même au sérieux. Cela nous amène à la question suivante. Pourquoi le concept d'un réseau 5G géré par Huawei est-il encore une possibilité au Canada, alors que des pays comme l'Australie et les États-Unis l'ont complètement exclu? J'ai bon espoir que mon livre ait la chance d'ouvrir les yeux des lecteurs grand public. Si vous voulez, et qu'ils commencent à parler à leur politicien local en lui disant pourquoi n'agissez-vous pas sur ce qui semble être des problèmes très graves? On pourrait espérer qu'une fois que cela commence à se produire, les politiciens de haut niveau, à Ottawa, le gouvernement fédéral du Canada, commencent à prendre des mesures. Mais je dois dire que nous sommes dans une position où des pays comme l'Australie et les États-Unis ont, m'a-t-on dit, une dizaine d'années d'avance sur le Canada pour ce qui est de faire face. Tout d'abord, à l'ingérence de pays comme l'Iran en Chine, et à ce lien entre le crime organisé et les acteurs étatiques dans des pays comme la Chine et l'Iran. Je parie que cela affecte vraiment le dialogue sur la sécurité entre le Canada et la plupart des autres pays du groupe Five Eyes. C'est indéniable. Mes sources diraient, le Canada commence à avoir l'air de ne pas être un bon partenaire. Ce n'est pas à cause de la police. Ce n'est pas à cause du SCRS. Lorsqu'ils sont soutenus, lorsqu'ils ont leur meilleur leadership en place. Ce sont des agences internationales de premier plan. Mais le Canada, pour des raisons qui viennent de la base, ou peut-être du sommet, ne semble pas faire le poids en matière de renseignement et d'application de la loi au niveau international. Je pense que c'est un énorme problème. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'ancien haut responsable des services de renseignement de la police canadienne est aujourd'hui accusé de collaborer avec certains des pires gangsters et trafiquants de drogue au monde, et de profiter de leur aide pour échapper à la détection. Il s'agit d'une forme de protection des gangsters à laquelle on pourrait s'attendre dans un pays comme la Chine. Cela se passe au Canada, prétendument. Cette personne, M. Ortiz, travaillait-il aussi pour des États hostiles afin de détourner les enquêtes policières du Canada, de détourner nos renseignements? C'est une question qui reste ouverte. Son cas n'a pas encore été jugé. Mais les allégations seraient, il s'ensuit simplement que l'Australie et les États-Unis commenceraient à garder leurs cartes.
Ils commenceraient à garder leurs renseignements de haut niveau et à ne pas les partager avec le Canada. C'est donc un problème, absolument. Eh bien, Sam, le livre est une lecture absolument fascinante. Je le recommande à tous ceux qui regardent. Et je vais mettre un lien ci-dessous. Pour ceux qui nous regardent, où peuvent-ils vous suivre? Ils peuvent me suivre sur Twitter @ScooperCooper. Et ils peuvent également suivre mes histoires en ligne sur Internet. Eh bien, merci, Sam. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci, et merci de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, Shelley, Matt et moi avons reçu Sam Cooper sur notre podcast pendant 1 heure, pour entendre d'autres histoires folles sur ce qui se passe avec les gangs criminels chinois au Canada et dans le monde. Jetez donc un coup d'œil à cet épisode de Chine non scénarisé. Et aussi, vous pouvez maintenant commander le livre Aveuglement volontaire de Sam Cooper sur Amazon. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.